Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour deux colis anonymes que j'ai regroupés en une seule grosse vidéo. Et bah vous allez voir, il y a beaucoup de trucs. Des trucs vraiment très variés mais surtout centrés sur l'informatique, hein, vous allez voir. Même s'il y a quelques petits trucs qui... Oh si, on va dire que vraiment tout est concentré sur l'informatique pratiquement. Donc on va commencer par ceci. Ceci c'est un radiateur, hein, juste le ventirad en fait, hein, du AMD A8 il me semble. Je sais pas lequel exactement, ça doit être marqué quelque part sur une étiquette, mais bon voilà, bon de toute façon on s'en fiche parce que le processeur n'est pas dedans, il y a juste son petit ventirad de rien du tout. Oh, un petit ventirad qui suffit très certainement étant donné que c'est pas un processeur extrêmement chauffant, même si franchement c'est pas... Bon voilà, c'est pas fabuleux, hein, mais bon, pour un petit processeur entrée de gamme, enfin pas totalement entrée de gamme, hein, il y a plus entrée de gamme encore que le A8 7600, mais on va dire que pour la chauffe qui se dégage de ce truc-là, c'est pas forcément, bon voilà, trop mauvais. Bon après par contre... Un truc à dire, c'est que en termes de ventirad, AMD a fait beaucoup mieux, notamment le nouveau ventirad qui est fourni avec les AMD FX. Les tout nouveaux AMD FX viennent avec un... Enfin, les tout nouveaux AMD FX, c'est toujours les mêmes, hein, mais ils ont changé le ventirad d'origine par un truc qui est vraiment fabuleux par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Un truc relativement silencieux, bon il fait un peu de bruit quand même, hein, mais relativement silencieux pour un truc fourni avec le processeur, et ça fait plutôt plaisir à voir étant donné que c'est un processeur qui a l'habitude, surtout en charge, de faire tourner le ventilo plutôt pas mal, donc bon bah c'est bien. Ensuite nous avons ceci, c'est un WinModem, on en a déjà vu une certaine quantité, bon voilà, bon, fait par Conexant, etc., avec ces deux prises. Je pense qu'on n'en a pas encore vu un seul avec les deux prises jusque là, mais en fin de compte l'idée c'est qu'on mettait le truc du téléphone, la prise téléphonique en fait, sur une des prises et on branchait le téléphone sur l'autre prise. Je n'ai jamais compris comment ça marche. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais compris comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais fait ça une fois à l'époque, bon ça date, hein, peut-être qu'à l'époque j'étais pas encore assez développé intellectuellement pour comprendre comment ça fonctionnait, hein, lire les notices et compagnie, etc. Mais bon, en tout cas à l'époque, j'avais branché tout ça et j'avais juste rien compris à comment ça fonctionne parce que j'ai jamais réussi à avoir le téléphone de ce côté-là, sachant surtout qu'en plus ce truc-là s'éteint quand l'ordinateur est éteint, donc je ne sais pas trop comment c'est censé fonctionner exactement, bon, aucune idée. En tout cas, si quelqu'un dans les commentaires a l'énigme qui date de maintenant au moins 20 ans de comment fonctionne cette deuxième prise, eh bien qu'il le dise dans les commentaires s'il a la patience d'élaborer. Ensuite, nous avons une carte réseau en ISA 16 bits, si je me rappelle bien. Le l'ISA 8 bits, c'est celui-là qui s'arrête là en fait, et l'ISA 16 bits, ils ont rajouté ce petit quelque chose en plus. Ensuite, vous avez une particularité de cette carte réseau, c'est qu'elle utilise bien entendu le port Ethernet tout à fait classique, mais il y avait un système coaxial à une époque. Ça ressemble un peu aux prises d'antenne en fait, vous savez, vous avez un fil de cuivre au milieu et ensuite vous avez un truc qui entoure, ça fait deux bornes en fait, et clic, vous mettez ça dedans. Et un truc amusant avec ce type de connexion, c'est qu'il n'y avait qu'une seule connexion, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est pas comme l'Ethernet où il y a une connexion dans un sens et une connexion dans l'autre sens, ce qu'on appelle le full duplex, c'est-à-dire en fin de compte le fait que bah, vous pouvez envoyer des données en même temps d'en recevoir. Avec ce truc là il y avait une négociation pour que ça aille dans un sens puis dans l'autre, comme le Wi-Fi en fait, sauf que ça passait par un câble en l'occurrence. Et donc voilà, vous avez alors c'est quoi, c'est une Realtek, oh une bien vieille Realtek, hein, une 99 AS, je ne suis, c'est pas une référence qui me dit quelque chose de tête comme ça, a priori c'est pas du Fast Ethernet, c'est du Ethernet classique, et le port ISA si je me rappelle bien, le 16 bits est limité dans les, je sais plus, c'est 12 MO par seconde, un truc comme ça, je suis pas certain, hein, je dis ça vraiment avec des vieux souvenirs d'époque, et des vieux souvenirs de Wikipédia aussi, parce que j'ai dû vérifier ça il y a quelques temps sur internet, il y a quelques années, je sais pas, enfin bref, en tout cas ici vous avez une puce ici qui n'est pas mise. Si vous vous demandez ce que c'est que cette puce, c'est ce qu'on appelle une opt-ROM, c'est-à-dire une ROM optionnelle, une ROM qui vient se greffer au BIOS pour dire hey, regardez la carte ici, elle est bootable, et ça permet en fait de booter sur
l'Ethernet, si il y a une puce à cet endroit-là. Alors donc là vous voyez qu'il n'y en a pas, donc il faut l'acheter séparément pour la mettre. Très souvent maintenant de nos jours on n'a pas le choix de pouvoir l'acheter sans la puce et pouvoir la mettre ensuite, on est obligé d'acheter avec ou d'acheter sans. C'est pour le PX boot ou des trucs comme ça, hein, que ça sert ce truc là pour information. Ensuite nous avons des ports USB supplémentaires, USB 2 a priori, chipset VIA visiblement là-dessus, et nous en avons une deuxième, le chipset NEC cette fois-ci avec ah oui mais non c'est pas de l'USB cette fois-ci, j'ai regardé un peu vite, c'est du FireWire avec un chipset NEC, à savoir que NEC fait aussi des chipsets pour les USB, ainsi que VIA fait aussi pour du FireWire, hein, y a pas, enfin bon, ils ont pas l'exclusivité d'un truc chacun. Hein. Ensuite, nous avons ce processeur qui est un Pentium 4 Northwood, mais regardez, oups, je viens de toucher carrément la caméra, donc regardez si vous arrivez à voir, je ne sais pas exactement, mais là, si vous regardez bien, j'ai du mal à me rendre compte si ça se verra bien ou pas, mais il y a marqué en gros 2A. Alors il y a 2A GHz, ce qui est assez bizarre comme formulation, mais en fait ça veut dire qu'il y a deux modèles 2 GHz de ce processeur-là, un modèle qui s'appelle juste le modèle 2 GHz, et le modèle 2A, qui correspond en fait au fait que c'est une nouvelle version du 2 GHz qui utilise un cœur différent, mais qui est sur le même socket et qui a la même apparence, donc du coup ils ont été obligés de mettre ça pour enlever l'ambiguïté. Alors c'est particulièrement intéressant d'avoir mis ce A, etc., parce que ça veut dire en fait que s'il y a le A, c'est une version Northwood, s'il n'y a pas le A, c'est une version Willamette. Et ça fait une grosse différence, parce que on peut dire qu'il faudrait qu'un Willamette soit à 2,4 GHz en fait pour obtenir les performances d'un Northwood à 2 GHz, tout simplement. En plus, le Northwood est mieux en termes de dissipation thermique et tout ça, en fait, c'est le Pentium 4 révisé, hein, voilà. Et c'est pas la première fois qu'Intel utilise ce truc-là. Ça a été aussi utilisé sur les Celeron en bien grand nombre, un bon grand nombre de fois. Les Celeron avaient des 2A, des 2 machins, des 2 bidules, parce qu'il y a eu plein de versions avec le même socket, etc. Donc bref, voilà, c'est une petite chose, c'est pour ça que j'ai gardé ce truc là pour vous le montrer en vidéo. C'était pour vous montrer cette petite subtilité si vous ne la connaissiez pas. Donc ensuite là, il y a marqué 2 fois DVD moins RW de 8 cm, mais il y en a qu'un dedans, donc d'ailleurs je vois pas très bien comment la boîte fonctionne si on veut en mettre 2, mais bon voilà, bon. Donc je sais pas si... Oui, je sais pas pour quelle raison il y a marqué 2 fois. À moins que ça veut dire que ce sont des 2X. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Non, parce que oui, il y en a pas 2 à l'intérieur, c'est juste parce qu'ils sont gravables en vitesse 2X. Enfin, 2 fois, quoi, en fin de compte. Oui, c'est bizarre, hein, de la façon qu'ils l'ont mis, parce que moi, j'aurais plutôt mis DVD RW de 8 cm 2X, plutôt que de mettre le 8 cm on ne sait pas où, et puis le 2X devant qui donne plus l'impression qu'il y en a 2 dans le truc. Donc voilà, ça c'était avant que les clés USB soient de grande taille. Quand je dis de grande taille, c'est-à-dire contiennent plus de 256 mégaoctets de mémoire. Et surtout avant que les cartes, les clés USB de 2 gigaoctets coûtent un prix raisonnable, beaucoup de gens utilisaient ces petits DVD gravables ou des petits CD gravables ou des, vous savez, des petits CD gravables de 300 mégaoctets si je dis pas de bêtises, ou 250, un truc comme ça, je sais plus exactement combien ils contiennent, qui étaient facilement déplaçables et tout pour avoir des données sur soi et tout. Bon, le problème ensuite avec les DVD gravables, c'est que c'est de la merde quoi. Les DVD regravables surtout, c'est de la merde. Je veux dire, il y en a beaucoup, vous les regravez 20 fois, il marche déjà plus, alors que c'est considéré normalement pour être regravé un nombre de fois incalculable. Là, en pratique, c'est juste jamais le cas, et en plus de ça, vous avez plein de lecteurs graveurs DVD qui feront passer un CD sur 2, on sait pas pourquoi, et vous essayez avec un autre, et là, ça fait passer un CD sur 2 aussi, mais c'est pas les mêmes. Alors vous vous dites, mais bordel de merde, c'est quoi le... Bon, bref. Une technologie que je trouve pas tellement géniale, les CD gravables, hein. J'ai jamais été convaincu, j'ai toujours eu des emmerdes avec ces trucs-là. Je me rappelle notamment d'une bonne époque où j'étais censé ramener un exposé sur un CD gravable, et pas un regravable en plus, un gravable tout court. Et arrivé avec mon truc, j'étais pas dans la merde étant donné que tout avait disparu du CD. Génial. Heureusement que j'étais avec des profs compréhensifs, parce que sinon, enfin voilà quoi, c'était presque les heures de colle quoi, juste pour une technologie mal foutue. À une époque encore, je le rappelle, hein, à l'époque où c'était ça, où les clés USB, je veux dire, ça coûtait une fortune d'en avoir une qui permette de contenir suffisamment pour justement stocker ce que j'avais. Et les disquettes étaient juste hors compétition. Il en aurait fallu, je sais pas, une vingtaine pour stocker tout ça, ou peut-être encore plus. Enfin, c'était juste non. Là franchement, non. Alors ensuite, on se retrouve avec ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est fait par Inventel ou Inventel ou je ne sais pas comment ils veulent qu'on prononce ça exactement. J'arrive pas à lire le truc en blanc qui est en dessous.
Wireless Magic, il y a marqué dessus. Enfin, je crois, hein. Oui, c'est ça. Oh, j'aurais dû le mettre directement sur le viewfinder. En fin de compte, je vois mieux comme ça. Oh, un truc vient de se péter la gueule. Vous inquiétez pas, c'est pas fragile qui vient de tomber. Donc, voilà. Donc, bon, ça fonctionne en Wi-Fi et tout ça, mais... aucune idée de ce à quoi ça sert. Ça se trouve, c'est juste une clé USB Wi-Fi, hein, mais juste une bizarre où on est obligé d'utiliser un câble et que ça se branche pas directement dessus. Je n'en ai absolument aucune idée, mais si c'est pas ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, je parierai sur la clé Wi-Fi un peu spéciale. Ensuite, nous avons cette chose qui me semble être... ah bah purée, non franchement, je m'attendais pas à ça. C'est un hub USB qui fait radio réveil ? Ah non, qui fait pas radio réveil, qui fait... comment ça s'appelle ces trucs ? Mince, genre baromètre et compagnie, là, les stations météo d'intérieur, ou je sais pas quoi, enfin, ça porte plein de noms bizarres, parce que si vous regardez sur l'écran, vous voyez qu'il y a heure, temp, je suppose que c'est température, vu que après nous avons... ouais, je viens de taper dans le micro. Température, humidité... oh purée, j'arrête pas de taper dans le micro, je suis désolé. Et ensuite, il y a marqué lune. Ouais, c'est ça, et ensuite il y a un grand espace où on sait pas trop ce qu'il y a dessus. Bah, je vais essayer de le faire fonctionner, mais où est-ce que... ouais, visiblement on est censé mettre des piles, et en plus dedans... je sais pas s'il marche encore parce que je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des morceaux qui bougent dedans. Donc bon, en espérant que c'est juste un petit morceau de plastique qui est sans importance, qui se soit pété. Ensuite, nous avons un mode d'emploi qui s'appelle un infoguide. Intéressant. Faire attention à la liaison d'ailleurs parce que ça devient très rapidement un infoguide. Un infoguide MS-DOS, fichier, unité logique, utilisation des disquettes, opération sur les fichiers, utilisation du disque dur, répertoire et sous-répertoire, sauvegarde et quoi ? Attendez, ça s'efface un peu, ça s'estompe. Et restauration, gestion de l'écran, ah oui, ça c'est un paragraphe qui m'intéresse parce que je vois même pas ce qu'ils veulent dire par là. Utilisation de l'imprimante, utilisation de l'imprimante, alors là, amusez-vous bien, à l'époque c'était pas mal les imprimantes parce que oh, ça va, c'était pas... Si on avait une imprimante matricielle et tout ça, ça allait souvent parce que ils étaient très souvent compatibles avec un standard commun qui est le format ESC/P, ce qui est en gros les commandes, les escape commandes en fait, c'est-à-dire en fin de compte qu'il envoie... enfin bon bref, c'est compliqué, je vais vous expliquer ça sûrement dans une vidéo dédiée parce que sinon je vais alourdir la vidéo pour des choses que vous comprendrez certainement pas, sauf les vieux de la vieille qui avaient une imprimante de l'époque. Commande à tout faire, fichier config.sys, SYS même, fichier batch pour faire du script, lexique des commandes, voilà. Bon, alors on va l'ouvrir un petit peu, on va regarder parce que c'est un petit livre sympathique. Oh mince, j'ai la boîte de Laveur Média qui gêne. Je vais essayer de pousser ça, voir si... ouais, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, des petites commandes sympathiques. Alors c'est génial, hein, les commandes MS-DOS, parce que si vous connaissez pas, franchement... même si vous êtes quelqu'un qui utilise son ordinateur en, vous savez, avec l'interface graphique et tout ça, c'est franchement, je veux dire, moi je regrette pas une seule seconde, alors que j'utilise Linux, alors c'est pas les mêmes commandes, mais bon, je regrette pas une seule seconde d'avoir appris les commandes MS-DOS parce que c'est vraiment génial quoi. On apprend à utiliser un ordinateur avec du texte. Bah là on est directement sur le script là. Je suis tombé directement sur le bon truc avec les sorties et tout ça, genre Echo qui permet de savoir, enfin de lister les commandes qui sont exécutées, tout ça, etc. Que l'on peut mettre en off, ce qui permet logiquement de pouvoir, si je me souviens bien, désactiver les... attends, je vérifie si c'est marqué, mais... ok, bon bah non, c'est pas marqué, qui permet normalement de désactiver la sortie en fait, pour pas qu'on ait le listage de tout ce qui se passe, etc. etc. Echo permet aussi, alors je sais plus si ça fonctionne exactement de la même façon que non, ça fonctionne pas de la même façon que sous Linux, je me rappelais plus de ça, mais vous avez en gros des commandes pour afficher voilà des caractères, etc. Ou par exemple tout simplement dire dans votre fichier script, vous pouvez dire par exemple appuyez sur 1 et faites entrer pour déclencher ceci, 2 et faites entrer pour déclencher cela, etc., etc. C'est absolument génial d'apprendre ce genre de truc parce que ça vous permet d'automatiser un ordinateur et c'est franchement, le script batch et le script bash, c'est-à-dire celui qui est disponible sous Linux ou celui qui est disponible sous MS-DOS, à savoir que franchement, quitte à choisir, je vous conseille de choisir le script sous Linux, parce que le script MS-DOS il est en train de disparaître, parce que même sous Windows ils sont en train de faire disparaître la commande MS-DOS pour mettre un autre truc que je sais plus comment ça s'appelle Supershell ou je sais plus quoi, enfin non, comment ça s'appelle déjà, je sais plus du tout, enfin bon bref, un truc
qui est inspiré en fait des commandes Linux. Donc apprenez plutôt les commandes sous Linux. Mais c'est absolument génial d'apprendre ce genre de truc parce que ça vous permet comme ça de créer vos premiers petits programmes, des trucs très 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 simples, très très faciles, beaucoup plus faciles que d'attaquer directement le C ou le C++ ou ce genre de truc. C'est ce genre de truc, vous pouvez faire ça à l'âge de 8 ans si vous êtes vraiment passionné, intéressé et vous êtes persévérant dans le domaine et ça va vraiment vous former quoi en fait. Donc bref, un petit guide de chez MS-DOS. Alors j'en avais un qui était donné avec un ordinateur Toshiba qui était beaucoup plus gros, mais beaucoup plus gros, hein, vraiment impressionnant, mais celui-là est beaucoup plus compact et contient vraiment les trucs intéressants, quoi. Comme je le disais, faire un petit peu de script, comme ça les bases du script, comment on fait pour passer d'un répertoire à un autre, des trucs vraiment, des trucs banals pour quelqu'un qui connaît déjà, mais qui vraiment vont vous expliquer comment ça marche, quoi. C'est comment démarrer sur ce genre de vieux trucs si vous avez envie d'apprendre l'informatique, mais vraiment l'informatique du passé, l'informatique du départ. Apprenez ça. Bon, après, il y a aussi le visual basique, des trucs... Enfin, le visual basique. Le basique, ce genre de truc qui est voilà, c'est le langage des ordinateurs d'encore avant. Enfin bref, j'ai rangé ça parce que ça va me faire parler pendant des milliers d'années. Donc ensuite, nous avons une petite boîte mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mystère ? Ouais... Si j'arrive... Ah oui, d'accord, je l'ai mis à... Ah, d'accord. Programmation PIC et EEPROM. Donc, nous avons, sans surprise... Une disquette. Ah ouais, non, ça c'était une surprise. J'arrêterai vraiment jamais de taper dans ce micro. Oh, je suis vraiment désolé. J'espère franchement que ce sera pas trop dégueulasse au montage. Donc, mini-programmeur pour PIC, microcontrôleur patati patata, donc ça c'est génial. J'utilise déjà des trucs comme ça personnellement et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes m'ont dit « Oh, il utilise encore Windows 98, lol !» Oui, des fois il y a des vieux programmes pour des vieux microcontrôleurs et des vieux trucs comme ça, c'est difficile de trouver Enfin voilà quoi, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne sous les systèmes actuels. D'ailleurs vous remarquerez que ce truc-là a la chance de fonctionner sur Windows NT 2000, ce qui veut dire que ça fonctionne peut-être encore sous Windows XP, qui sait, et Windows 2000 est quand même plus agréable que Windows 98, mais certains de ces trucs sont compatibles qu'avec les Windows 9X, c'est-à-dire 95, 98 et Millennium, à savoir que Millennium on peut un peu oublier, hein. Parce que quitte à choisir, autant prendre 98, Millennium apporte pas grand-chose à part des bugs, une grande partie de bugs, et le fait qu'il soit plus compatible avec le mode DOS réel, absolument top. Donc voilà, oui, ce qui veut dire qu'en fin de compte c'est un Windows basé sur DOS mais qui est pas compatible avec DOS. Ah bah alors ça c'est magnifique. Donc oui, qu'est-ce que je disais sinon ? Et d'ailleurs, en parlant de ça, Windows XP a une meilleure compatibilité DOS pur que Windows Millennium. C'est dire à quel point c'est foireux. Donc bref, nous avons une petite alimentation bien lourde. Ensuite, nous avons le programmeur en question, et il m'a aussi passé deux petits microcontrôleurs avec. C'est mignon, c'est sympa, je vais pouvoir comme ça... Ah oui, non, en fait non, c'est une carte, j'avais pas vu qu'il y avait des contacts derrière. Je croyais que c'était juste un truc pour les ranger en fait, qui m'avait passé. Donc oui, voilà, c'est sympatoche. Et donc on va ouvrir ça. Et vous voyez que vous avez des... c'est pas facile à enlever, vous avez des... Voilà, vous avez des sockets, on va dire, pour absolument toutes sortes de contrôleurs. Vous branchez ça à un port série, alors ça aussi c'est une autre raison pour laquelle j'ai des vieux ordinateurs. J'ai certains vieux ordinateurs, si je les ai, c'est justement pour cette raison-là. C'est parce que vieille prise comme ça, etc., contrôle direct de l'ordinateur sur le port série, au lieu d'avoir un contrôleur USB entre les deux, ou ce genre de conneries, ce qui parfois n'arrange pas les choses et au contraire rend les choses bien plus compliquées. Donc voilà, nous avons différents trucs avec voilà, bon, rien de spécial à dire si vous connaissez pas ça. Ah oui, bon, si, je vais quand même vous dire un truc parce que ça me paraissait évident, mais oui, c'est quand même important de le dire. Qu'est-ce qu'un microcontrôleur ? Un microcontrôleur, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un circuit pour automatiser certaines choses. Par exemple, des circuits, c'est comme en fait une sorte de petit processeur avec son petit programme incorporé, quelques trucs comme ça, vraiment simplifié à mort, mais qui permet comme ça d'automatiser des choses. Et par automatiser des choses, je veux dire par exemple que la rectification du courant dans une alimentation, pour par exemple, vous voyez la tension baisser un petit peu, et donc l'alimentation doit s'adapter en conséquence, c'est un microcontrôleur. Donc il y a des microcontrôleurs partout, il y a des microcontrôleurs dans absolument n'importe quelle machine. Il y a même des microcontrôleurs à l'intérieur de choses auxquelles on s'y attendrait juste pas du tout. C'est la brique de base de
l'automatisation d'un circuit. Bon, bien entendu, on peut mettre carrément un vrai processeur dedans et tout ça, mais ça sera plus cher, ça consommera un peu plus, ce sera pas pareil. Un microcontrôleur, voilà, alors là c'est du PIC, il existe plein de types de microcontrôleurs, mais les plus connus sont les PIC et les Atmel, si je dis pas de bêtises, enfin ce qu'il y a à l'intérieur d'un Arduino. Je dois avoir un Arduino dans le coin, donc allez hop, c'est parti pour vérifier directement si le nom que j'ai en tête est le bon. Donc oui, ça se voit mal, mais c'est bien Atmel. Donc voilà, c'est les deux grandes marques de microcontrôleurs habituellement. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Bon, ça c'est le kit pour le programmer en fait. Ah oui, à savoir un truc intéressant, vous pouvez prendre des circuits, genre par exemple une alimentation en panne ou ce genre de truc, ou n'importe quel truc en panne, et vous reconnaissez le microcontrôleur et vous vous dites, tiens, c'est marrant, ils ont utilisé un PIC machin chose là-dessus. Vous pouvez le récupérer, le reprogrammer et l'utiliser dans un de vos projets. Ça, c'est des petits projets recyclage sympathiques. Donc ensuite, nous avons la traditionnelle carte graphique S3 en PCI. Ah oui, alors, je sais pas pourquoi je l'ai gardée, mais voilà, bon, au moins ça me servira à vous dire ça. Vous voyez cette chose? Ceci, c'est, bon, de toute évidence, je pense que tout le monde l'aura reconnu, une EEPROM, une bonne grosse EEPROM, et justement, ces fameux BIOS, alors là, ce n'est pas une Optrom, c'est un VGA BIOS, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le truc, vous branchez ça dans un port PCI, la carte mère, grâce à ça, saura que c'est une carte graphique et saura qu'il faut faire sortir la vidéo par là. Et c'est en fait, en gros, le pilote vis-à-vis du BIOS de la carte graphique. Bon, c'est simplifié ce que je dis, mais c'est un peu ça. Elle est faite par Miro, une entreprise qui n'a pas vu très bien à long terme, étant donné qu'elle n'existe plus. Bon, bref, tant pis. Alors ensuite, nous avons... Ah oui, voilà, alors vous avez du S3, alors ça c'est un truc qui est très souvent utilisé, mais attention, vous avez un deuxième truc qui était beaucoup utilisé à l'époque, mais qui était plus haut de gamme, et que c'est une entreprise qui a complètement disparu, c'est Matrox. Les Matrox MGA machin chose, c'est une entreprise qui a complètement disparu du marché du grand public, mais ils continuent à faire des cartes pour les entreprises en fait. Très souvent, les cartes de chez Matrox ont la particularité d'avoir plein de sorties vidéo, pour les entreprises en tout cas. Mais là, c'était l'époque où Matrox faisait encore des cartes pour le grand public. Alors c'est juste une carte grand public, c'était souvent relié ensuite par cette prise-là à tout simplement une carte 3DFX genre Voodoo machin chose. Pouf, en voilà une, parce qu'on m'en a envoyé une deuxième, donc du coup je vais pouvoir faire du SLI, hein, mais de vieille Voodoo 2. Ça serait génial de faire ça sur un vieux PC d'époque, genre avec un Pentium 1 ou un Pentium MMX ou des trucs comme ça. Ça serait puissant, ça serait juste génial pour rejouer à des vieux jeux qui étaient compatibles et même optimisés 3DFX. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, alors vous avez besoin de ce port, etc. J'ai pas la nappe qu'il faut pour relier les deux trucs, je sais pas du tout comment c'est relié exactement, s'il y a un croisement dans le fil ou des trucs comme ça, ou une subtilité de ce genre qui m'empêcherait de fabriquer moi-même un fil de genre. Mais si vous savez quel genre de fil c'est, tant mieux, dites-le moi et j'essaierai d'en fabriquer un. Mais de toute façon, j'ai pas forcément besoin d'un SLI pour faire une machine qui fonctionne avec une bonne grosse Voodoo 2. Et là nous avons une deuxième Matrox, avec un composant Texas Instruments ici. Alors oui, Texas c'est pas juste une marque de calculette, hein, c'est aussi une marque de composants. Ils font notamment les OMAP qui sont utilisés à l'intérieur de quelques machines et autrefois aussi sur des PC, des téléphones Android. Maintenant ils ont arrêté les téléphones Android. Le dernier truc utilisant un OMAP dans les trucs grand public que j'ai trouvé, c'est il me semble que c'est la smartwatch de chez LG ou Motorola je crois. Donc bref, donc voilà une deuxième Matrox, cette fois-ci un peu plus grosse, et qu'elle utilise pas, si elle utilise les mêmes types de puces de RAM, je me disais bien, c'est parce que j'ai intercalé la 3DFX entre temps, et ça m'a embrouillé. Ah oui, un truc à savoir aussi avec la 3DFX, si vous regardez les pattes ici, elles sont un peu tordues, etc. Elles se touchaient les pattes quand je l'ai reçue, parce que ça s'est pris un choc pendant le transport. J'ai pris une petite épingle et je les ai détordues, etc. Et donc voilà, ça c'est un bon truc à savoir. Si vous avez un problème avec ces vieilles cartes, n'hésitez pas à les inspecter visuellement, surtout au niveau des pattes de ces composants-là, pour pouvoir les redresser, parce que ça peut très souvent être un problème juste de quelques pattes qui se touchent, quoi. Donc ensuite, nous avons ceci. Ceci est une sorte de jeu vidéo sur un stylo qui était fait par LDLC, je me rends compte. Épisode 43, garde spatiale. Putain, mais combien ils en ont fait?
Quelqu'un a vu le capitaine est marqué ici. Oui, il est où? Il est où? C'est une bonne question. On est perdu, on sait plus quoi faire avec nos objets promotionnels marketing. On comprend plus à ce qu'on fout. Donc, il y a marqué Arg ici. Si vous n'arrivez pas à le lire à cause du fait que c'est complètement plié de partout, les envahisseurs veulent conquérir notre planète. Guider le vaisseau du capitaine LDLC. Oh, il a un super nom. Ça aurait été marrant qu'il fasse plutôt un nom très très long où les initiales fassent LDLC. Aux confins de la galaxie, dans sa mission pour la survie de l'espèce, carrément, vitesse, précision et courage, voilà les armes qui sont mises à votre disposition. Bonne chance. Capitaine, on est perdu, je vois plus les autres. On avait pourtant dit la 3e planète à gauche, lol. Donc bref, ça n'a jamais été ouvert. Bon allez, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de ne pas trop ruiner le carton. Je vais essayer de voir si en caméra j'ai bien eu une bonne image du carton, parce que c'est la dernière fois qu'on le verra malheureusement, parce que je pense que après ça sera ruiné. Allez, on va essayer de l'ouvrir sans trop bousiller le carton, c'est jamais facile. Hein. Et je crois que je me suis plutôt bien débrouillé. Alors, nous avons... Oh, il y a encore des piles? Non? J'ai aussi... Oh putain. Dommage qu'on peut pas monter le son parce que on n'entend juste rien. Alors nous avons un stylo. Hein. Bon, j'ai trouvé un truc de garantie ou je sais pas quoi là, de chez Woodbrass. Donc allez, on va écrire là-dessus. Oh, ça commence bien. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, donc le stylo fonctionne. Bon, il est un peu palichon, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Donc essayons d'allumer ce jeu à nouveau. Donc nous avons mode, nous avons reset, nous avons... Quoi? Startion. Quoi? Startion. Non, c'est bien ça, c'est Startion. Bon, alors, on va essayer d'y voir quelque chose, c'est jamais facile avec ces jeux. Donc, et là, nous avons une sorte de petit truc qui fait que bas et haut. Je vois même pas qui je suis. Mais qu'est-ce que je suis? Bon, peut-être que c'est parce que il faut que j'appuie sur Start ou je sais pas quoi. What? Oh, et puis il y a des problèmes de faux contacts partout, j'ai l'impression aussi, parce que ça s'éteint quand ça veut. Ok. Oh, c'est bon. Je crois que je me vois. Non? Et what? Je comprends rien à ce que je fous. Ah, c'est parce que O marche mal, c'est pour ça. Non, il faut juste que j'évite. Ah ok, bon bah c'est un jeu qui est vraiment très... Vous voyez, je suis ça, hein, si vous avez pas compris. Oh là là là. Bienvenue dans les années 80. Bon bref. Essayons de refaire voilà, il suffit de tordre un petit peu pour refaire le faux contact qui fait que ça s'éteint, génial. C'est comme un bouton on-off mais en pourri. Alors ensuite, continuons avec notre péripétie du matériel PC sympatoche, et nous avons ici, avec une disquette, encore une fois, j'adore les disquettes. Enfin bref, qu'est-ce que je disais je sais pas, je viens d'avoir une sorte d'orgasme rétro, là, je sais pas ce qui vient de... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc bref, oui, alors ceci est une sorte de carte PCI qui permet d'ajouter des ports parallèles, hein, tout bêtement. Alors je pense que celle-là, elle n'a pas d'Optrom, donc on peut pas booter dessus, mais celle-ci en a une, clairement, on le voit au fait qu'il y a une petite puce qu'on appelle communément de BIOS, voilà, et c'est voilà, un système Silicon Image, vous branchez ça dans n'importe quel port PCI, et ensuite vous mettez un truc dessus, vous pouvez booter. Le seul problème c'est que très souvent ces trucs-là sont très foireux au niveau du BIOS de ce truc-là. Donc il y a souvent des bugs, et si vous voulez booter là-dessus, franchement, n'y comptez pas. Ça fonctionnera sur une carte mère sur 2, et parfois ça fonctionnera une fois sur 2 sur une carte mère sur laquelle ça fonctionnait très bien avant. Donc c'est d'ailleurs le cas avec celle-là. Donc parce que je l'ai essayé avant, j'en ai eu besoin, donc bon voilà, j'ai pu la tester avant. Donc bref, voilà, mais sinon si vous comptez pas booter dessus, c'est très bien pour faire fonctionner des vieux disques durs et tout ça, ou si vous avez envie de vous faire le super méga raid de la mort avec 4 ports IDE parallèle ATA, avec 4 disques durs parallèle ATA d'époque et tout le bazar, vous faites en sorte que le disque de boot, parce que ça fonctionne comme ça sous Linux, que la partition de boot soit sur un des disques durs bootables, et ensuite tout le reste des partitions sont là-dessus. Alors ce sera détecté même si le truc ne boot pas ou le truc a pas d'Optrom, et tada, vous pouvez comme ça avoir des performances jusqu'à
allez, on va dire 200 MO par seconde, et à l'époque c'était beaucoup sur des disques durs à plateau. Si vous mettez des bons disques durs à plateau comme ça, vous en mettez 4 et vous aurez vraiment de super performances. Donc une carte son toute bête. Mais pourquoi j'ai gardé ça? Je crois que j'ai dû mettre par mégarde la pile des choses que je voulais pas montrer en vidéo dans la pile des trucs que je voulais montrer en vidéo. Donc là nous avons une carte son Hercule. Alors Hercule, ils ont l'habitude d'utiliser absolument n'importe quoi comme chipset pour leur carte son. On en avait une qui était avec un chipset ES, il me semble, eSound ou je sais pas comment, eSound, le nom de complet du truc. Alors là nous avons du VIA, nous en avons eu une avec carrément du... Qu'est-ce que c'est la marque? Ah, la fameuse C-Media, enfin bon voilà, ils ont tout mis là-dedans. Donc voilà, ils prennent là où ils veulent, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Tiens, en parlant de C-Media, justement, en voilà une, mais ça n'a pas l'air d'être du Hercule cette fois-ci, c'est quoi? Je ne connais pas Orion Fun, ou Orion tout court. Teratech, c'est Teratech visiblement la marque plutôt, Orion c'est le modèle. Bon, je connais pas. En tout cas, carte son optique. Alors, optique avec une sortie et une entrée optique, les deux. Oh, ça c'est génial. Avec les petits caches, bien entendu. Ça, c'est génial d'avoir une entrée optique. Hein. Je crois que j'en ai pas beaucoup qui ont l'entrée optique. Donc bref, je mets ça de côté. Et ensuite, nous en avons encore une dernière. Et cette fois-ci, c'est une Trident 4D Wave 4D. Voilà. J'ai toujours trouvé ça rigolo d'avoir des trucs genre 4D, des trucs comme ça, même si je vois ce qu'ils veulent dire. Par exemple, il y a 4 canaux ou des trucs comme ça, et pour eux, ça veut dire 4 directions et pas 4 dimensions, mais... Bon, s'il vous plaît, essayez de faire des trucs un petit peu moins ridicules. Donc bref, voilà, et ensuite nous avons une carte graphique PCI très récente, donc ça va être vraiment très 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 intéressant pour moi, parce que toutes les machines qui n'ont pas d'AGP se retrouvent avec malheureusement souvent des chipsets intégrés foireux de chez VIA ou de chez Intel. Intel c'est encore pire que VIA d'ailleurs en parlant de ça en termes de chipsets graphiques intégrés d'il y a très longtemps, là de ces époques où c'était du PCI classique, c'était vraiment horrible. Et après qu'est-ce qu'on a en PCI? On peut mettre une vieille S3, bon ok c'est très bien, mais c'est encore pire que le truc Intel parce que c'est bien plus vieux, mais on peut trouver comme ça des cartes graphiques de ce genre-là qui sont très récentes. On peut encore trouver neuves actuellement sur le marché, des cartes graphiques très récentes en PCI standard qui permettent comme ça de bien booster ces vieilles machines et d'avoir comme ça des trucs fluides à des résolutions convenables. Alors, je sais pas qui m'a envoyé ça, c'est l'une de ces deux personnes, à moins que ce soit dans un autre colis, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai retrouvé ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé vous savez, des équerres pour port, là je crois que c'est un port pour... Alors, nous avons un port parallèle, et là, je suppose, vu que ça a l'air un peu plus large qu'un port série, ça doit être un port, je recherche le nom, MIDI, qui est là, et il les a recyclés, en fait, en cache complet pour complètement boucher les trous qu'il y a à l'arrière d'un boîtier. Alors ça doit venir avec un boîtier directement, hein, c'est un truc standard. Là, cette fois-ci, il a utilisé une autre méthode à base de scotch, là aussi, et là, on a l'impression que c'est des bouts de trucs qui ressemblent à du PCB. Regardez comment c'est fait dedans, c'est tressé comme le PCB, bon bref, c'est sympathique. Ah oui, on me demande souvent qu'est-ce que c'est qu'un PCB. Alors je vais vous le dire tout de suite. Un PCB, c'est tout bêtement ça. C'est ceci, un PCB. Le truc qui a l'air d'être en plastique, mais en fait qui est une sorte de résine sur lequel on greffe les composants et qui contient les pistes et tout ça sur une carte mère ou sur une carte fille. C'est vraiment le vrai nom, hein. Carte fille, c'est un truc qui existe réellement, c'est-à-dire les cartes qu'on branche dans une carte mère. Donc bref, voilà. À savoir que carte mère et carte fille, c'est relatif, hein. En fait, une carte mère, c'est pas forcément un truc de PC, et si on parle par exemple d'une carte graphique, et sur cette carte graphique nous avons une petite carte qui est branchée dessus, etc., on peut dire que la carte fille est le truc qui se branche dessus, et que relatif à la carte graphique, la carte mère est le PCB principal de la carte graphique. Donc bon, voilà, c'est juste des terminologies comme ça qui sont assez vagues, mais bon, voilà, disons comme ça. Alors là, nous avons du gratiné là-dessus. Nous avons une souris avec une grosse bouboule. Alors là, franchement, je vois pas du tout comment ça marche, ce truc. Et là, j'ai vraiment peur pour l'ergonomie, hein. Donc, voilà. Alors, nous avons ce truc-là, qui est un KVM switch, avec 4 possibilités, fourni avec que 2 câbles pour moi, donc malheureusement je pourrais pas utiliser les 2 autres
autres prises, mais je pourrais utiliser tout le reste. Donc voilà, un KVM switch, c'est un vrai KVM switch avec des vrais boutons et tout ça pour pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre et tout le bazar. C'est vraiment génial les KVM switch complets, les vrais KVM switch avec des boutons ou avec un interrupteur à multiposition et tout ça, parce que il y a aucune électronique qui peut interférer là-dedans, alors que malheureusement il y a comme vous le voyez, regardez, il y a justement la méthode totalement logicielle qui utilise le clavier pour passer de l'un à l'autre, qui est décrite là-dessus. Donc celui-là le fait aussi, il a les deux méthodes. Mais on peut, comme ça, passer outre la première méthode, et ça c'est bien, parce que j'en ai un qui fonctionne qu'avec la méthode, vous savez, où on appuie 2 fois sur scroll lock, bah c'est exactement pareil, c'est scroll lock et 1, moi dans le cas, pour passer de l'écran 1 à l'écran 2, scroll lock 2 pour passer à l'écran 2, et malheureusement ça marche pas avec tous les PC comme il faut, enfin c'est affreux. Donc bon, je me rends compte que la vidéo est assez longue, alors je vais garder la VerMedia et les 2 trucs mystères en dessous, qui sont en fait juste des disques durs, hein, je vais vous spoiler à mort. Bon, si on va parler des disques durs, la VerMedia machin chose, on va voir ça pour une prochaine fois, parce que j'ai envie de voir un petit peu plus ce que ça donne en profondeur, mais voilà, là, sinon c'est juste 2 disques durs, nous avons un Maxtor qui marche, et nous avons l'un des tout premiers Seagate silencieux, c'est-à-dire en fait les premiers Seagate à avoir des roulements qui sont pas des roulements à billes, parce que les roulements à billes qu'il y avait autrefois dans les anciens, vous l'avez vu dans un précédent colis de fan, et le truc c'est que ils sont très très bruyants, les disques durs qui utilisent des roulements à billes. Ils font un peu le même bruit que les machines industrielles pour ce qui est du bois. Bon, en moins prononcé bien sûr, à moins que vous en avez un qui est absolument horrible comme le Luat de chez Fujitsu qu'on avait vu l'autre fois qui était en panne. Dans une vidéo séparée, donc voilà Seagate. Donc vous voyez, oui, c'est marrant de la façon qu'ils l'ont fait, parce qu'en plus de ça, ils ont mis cette espèce de plaque en dessous qui vient protéger le PCB avec les composants et tout ça. Vraiment d'une construction magnifique, ce disque dur de chez Seagate, et marche encore très très bien. Alors faut savoir un truc, c'est que en utilisation intensive, un disque dur a une expérience de vie d'environ 3 à 5 ans, ça dépend ce qu'on fait avec, et ça dépend comment on le traite. Par contre, un truc à savoir, c'est qu'un disque dur à plateau a une espérance de vie d'environ 20 ans, 20, 25 ans, 30 ans grand maximum, même s'il a jamais été utilisé, parce que les plateaux finissent par se démagnétiser d'eux-mêmes, notamment la piste qui se trouve qu'on appelle la servotrack, c'est-à-dire la piste qui permet de guider la tête. Celle-là, on réécrit jamais dessus. Alors si elle s'efface, eh bien le disque dur est mort, tout bêtement. Donc voilà pourquoi les disques durs ont une durée de vie assez limitée, même si on s'en sert pas du tout, à savoir qu'il faut jamais compter sur un seul disque dur pour stocker ses données. Il faut toujours avoir plusieurs disques durs. Un seul disque dur, c'est pas assez, c'est juste pas assez quoi. Voilà, il faut toujours copier ses données en double, en triple, en quadruple, etc. Utiliser du RAID 1, du RAID 5 ou des trucs comme ça, et avoir plusieurs RAID 5, genre un dans son ordinateur, un dans son NAS, en avoir 2, etc. Puis des backups, etc. Bon, moi personnellement, j'ai 3 backups. Un backup dans un placard, un backup sur le NAS, un backup, enfin les données principales en fait, sur le PC fixe, et en plus de ça, les 2 backups qui sont utilisés en permanence, c'est-à-dire les ordinateurs allumés en permanence ou par intermittence, mais relativement souvent, eux ont du RAID 5, ce qui veut dire que si un des disques durs est grillé, et ben les autres prennent le relais, et c'est comme si on avait perdu absolument aucune donnée, il suffit de remplacer celui-là qu'on a perdu, ça reconstruit les données, c'est absolument génial. Donc bref, ensuite on va essayer d'utiliser ce truc-là. Alors ça demande quoi comme pile ? Ça demande une seule pile AA, bon bah je vais essayer d'en trouver une rapido presto. Alors voilà, est-ce que ça s'allume ? Comment on peut le savoir de toute façon si ça s'allume ? Est-ce qu'il y a moyen ? Oui, on peut enlever la boule. Ça m'amuse beaucoup qu'on puisse enlever la boule. C'est une sorte de bilboquet sympathique. Donc ouais, bah je sais pas comment ça s'allume. Connect ? Non ? Bon. Et il y a peut-être un bouton. Où c'est qu'il est le bouton ? Ouh, le bouton. Non, il y en a pas. Bon, peut-être qu'elle marche pas, hein. De toute façon, c'est normal, hein. De temps en temps, on m'envoie des trucs qui marchent pas, ça paraît logique. Mais, peut-être qu'elle marche, hein. Mais c'est juste que il y a rien du tout pour nous l'indiquer, c'est bête. Donc bref, c'est une pile Duracell qu'a priori j'ai jamais utilisée, donc logiquement devrait y avoir assez de courant. Et... ah oui, voilà. Donc, la personne qui m'a qui m'a donné ça en main propre en l'occurrence, hein, bon, voilà, m'a passé 2 trucs Logitech et pas un seul pour capter le truc, donc je sais pas lequel des 2 correspond à la souris. Bon, j'arrive pas à le faire reconnaître avec le premier, donc je vais essayer le deuxième.
deuxième truc de chez Logitech, c'est parti. J'allume, j'appuie sur Connect longtemps au cas où ce soit un truc où il y a besoin d'appuyer longtemps, j'en sais rien. On va voir. Et ça ne marche pas non plus. Ok, d'accord. Aucune idée de comment marche cette espèce de souris. Nom de Dieu. Comment savoir si ça fonctionne? Alors, je viens de faire un LSPCI sous Linux pour vérifier si les adaptateurs fonctionnent, et les deux adaptateurs fonctionnent, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein, si ça... Ah ouais, non, ça... Bon, visiblement, ça c'est en panne, il va falloir que je le démonte, parce que j'ai vraiment envie de savoir si ça c'est ergonomique, parce que... Sans déconner, quoi. Je veux dire, ce truc, ça a l'air aussi ergonomique que ces espèces de boules incrustées qu'il y avait sur les vieux ordinateurs portables à une époque où on n'avait pas encore inventé le touchpad, où on l'avait peut-être inventé mais ça coûtait trop cher. En gros, une sorte de souris inversée où on fait bouger la boule. C'est une souris à boule, en fait, hein, si vous n'avez pas deviné. Juste une bizarre. Donc, il y a peut-être 3 personnes sur Terre qui trouvent que ça, c'est plus ergonomique qu'autre chose, si ça fonctionne vraiment comme je le pense. Mais bon, voilà, il faudra que je démonte ça et que j'essaye de le faire fonctionner parce que franchement, ça m'intrigue énormément. On va essayer autre chose, on va voir du côté de cette espèce de station météo, là. Donc la station météo, si j'ai bien compris, ici nous avons les sorties USB et là nous avons l'entrée USB. Oh mon dieu, il faut ces espèces de trucs ces espèces de câbles. Je déteste ces espèces de câbles là qui ont la même prise de chaque côté comme ça, c'est pas du tout... C'est pas du tout un truc qui est normalement supporté par le protocole USB d'autrefois, quoi. C'est un truc qui normalement n'est faisable qu'avec l'USB, avec le fameux type C. Autrefois, faire un truc comme ça, c'était s'aventurer dans des trucs absolument incroyables en termes de problème que ça puisse poser, parce que il suffit de brancher ça au mauvais endroit et tout ça. Bon, peut-être que la partie hub est complètement séparée du reste, alors on va dire que ça fonctionne comme un hub classique. On va juste essayer de trouver une pile. Encore une fois, si on a de la chance, ça marchera. Mais visiblement, la chance n'a pas l'air d'être de notre côté aujourd'hui. Donc, ah oui, en effet, la chance n'est pas de notre côté. Allez, ouvre, voilà. Donc, regardons quel type de pile c'est. Alors, il y a marqué que c'est des triple A. Oh oui, donc ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, hop, j'enlève ça. J'ouvre ce truc, si j'y arrive. Ouais, non, je vérifie au cas où qu'il y ait éventuellement encore des batteries. Ah non, il n'y a même pas de pile dedans, carrément. Bon, voici 2 piles prises au hasard dans ma réserve de piles. A priori, elles sont triées par le fait qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas. What? Ah, il faut qu'une seule pile en fait. Bon, d'accord, magnifique. À quoi sert le reste? C'est juste de la réserve? Non, en effet, on est censé pouvoir mettre... Mais en plus, il me manque une pile. Bon, je vais encore en chercher une autre. Je sais pas à quoi sert le deuxième truc de pile, vu que ça vient de s'allumer en mettant que la première. C'est du placebo, c'est quoi? Bon, et voici la dernière pile. Oh, c'est pour la partie radio. Oui... Ah, je me demandais où on éteignait la radio. C'est ici. Alors donc, de quoi éteindre la radio? Il y a un truc radio et MP3. On peut stocker des MP3 dedans? Comment ça fonctionne? Il faut utiliser la fameuse prise ici, et puis hop, on met des MP3 dedans. Ok, pourquoi pas. Ensuite, oui, pourquoi pas. Hein. Ensuite, nous avons une prise casque, une prise d'entrée son, dis donc, une entrée son. Et bon, l'écran, franchement, est affreux. On n'y voit rien dessus. Mais juste, c'est horrible. Et la caméra, je sais pas comment elle fait, mais elle vous le montre super net. Bon, un peu sombre, mais super net quand même. Donc l'heure, nous avons la température, donc il fait 18,1. Purée, c'est vraiment trop précis là, à ce niveau-là. Degrés. Ça c'est quoi? L'humidité, donc 54% d'humidité. Ouais, bon, je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de réalité, ça. Nous avons la lune par rapport sûrement au... si à la date, quoi, je suppose que c'est ça. Et vous avez ici que la météo, mais ça, je suppose que c'est une sorte de baromètre. C'est pas particulièrement précis parce que ça correspond pas du tout à ce qu'il y a maintenant. Après, je sais pas trop si c'est censé dire ce qu'il y a maintenant ou ce qu'il y aura dans très peu de temps. Je ne me rappelle plus comment fonctionne un baromètre par rapport à la pression atmosphérique. Comment dire?
si c'est par rapport au temps qu'il va faire après ou au temps qu'il fait maintenant, parce que a priori c'est par rapport au temps qu'il va faire un peu plus tard, quoi, ou un truc du genre. Je suis plus sûr que... Putain, ça date quand je me suis renseigné là-dessus, quand même. Donc voilà, vous pouvez déplier ce machin comme ça, et puis ça fait un pied, en fait. C'est plutôt pas mal, ce truc, en fait. Hein. Bon, c'est très cheap, hein. C'est vraiment ultra cheap. Mais je crois que je vais le garder, parce que le pourcentage d'humidité, si ça fonctionne bien, il va falloir que je trouve un moyen de vérifier par l'expérience si ça fonctionne relativement convenablement, genre par exemple en faisant bouillir une casserole d'eau, etc., pas trop loin, et puis voir si ça fait augmenter le pourcentage d'humidité, pour voir si c'est pas juste une sorte de connerie, mais voilà, si ça fonctionne bien, c'est pas une mauvaise chose, moi ça m'amuse, donc je vais garder ça dans un coin, et voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là, étant donné que ça fait suffisamment longtemps, et dans la prochaine vidéo, je ferai le reste de ces 2 fameux colis, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse si long. Donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!